Bienvenue à IArtSup. On va faire notre live Twitch. Ça fait déjà presque un an maintenant qu'on a fait le précédent. C'était en juin de l'année dernière. C'était une année particulière pour tout le monde, mais qui fort heureusement n'aura pas d'impact sur la qualité des futurs jeux de nos bachelors 3e année. Alors, on est vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau direct, et surtout pour vous présenter aujourd'hui en avant-première 4 projets en cours de production qui seront disponibles sur itch.io en juin, complet, que vous pourrez tester évidemment. Mais je vous rassure, vous pouvez télécharger les versions alpha dès à présent, donc les prototypes qui ne sont pas terminés, et je l'espère, laisser des commentaires pour aider les équipes à améliorer les jeux. Pas moins de 21 de nos étudiants d'IArtSup ont participé à la production, et ils sont à présent avec nous, et ils vont aujourd'hui nous présenter ces prototypes. Alors il est grand temps de faire les présentations. Allez-y, présentez-vous. Donc, bonjour, je suis Florian Petitpas, et je m'occupe de la 3D dans notre jeu vidéo. Bonjour, je suis Dimitri Callot, je suis développeur, donc je fais le code et un peu de 3D. Bonjour, je m'appelle Camille Carpignano et je m'occupe de toute la partie graphisme dans le jeu. Bonjour, moi c'est Laurent Morel, je m'occupe aussi de la partie graphisme, mais notamment de l'interface et de tous les menus. Et moi c'est Esteban Lejeunbu, je me suis occupé beaucoup de la partie technique et je touche un peu à tout dans le projet globalement. Alors dans un jeu vidéo, il y a des graphismes, il y a du son, mais il y a aussi un scénario. Et j'aimerais avec vous commencer par là. Qu'est-ce qui se passe dans votre jeu? Qu'est-ce que l'histoire de Papogué? Alors dans notre jeu, on incarne une jeune commerçante qui s'appelle Maria. Donc le jeu se passe dans Rio Volvestre où en fait il va y avoir des entreprises industrielles qui vont corrompre les villageois de la ville. Et le but du joueur, ce sera donc de décorrompre ces villageois. Donc Maria, elle utilisera pour ça des outils qui vont permettre de montrer la fibre traditionnelle des artisans, donc en montrant la convivialité et les produits artisanaux de qualité. D'accord, alors on a un peu testé le jeu, ce qui est normal à IArtSup Toulouse, et on sait que votre jeu est un tower defense, qui est vu à la 3e personne. Ça va mêler un peu tactique, réflexe, il va vous challenger un petit peu, en tout cas je vous laisserai découvrir sur le prototype. Voilà ma question, pourquoi avez-vous choisi de partir sur ce genre, malgré certaines licences bien connues, pour ne pas la citer par exemple Earth Must Die, qui est pleinement l'inspiration, et comment vous êtes-vous approprié le sujet pour nous offrir une expérience qui est différente de ce genre de jeu? Alors du coup, on s'est... comme on a réinterprété une légende, dans la légende, en fait, on devait défendre des gens. Et du coup, on a trouvé que c'était le genre qui correspondait le mieux à la défense. Et on s'est approprié le sujet de Tower Defense avec ce côté de décontamination. Donc on gère des entités, donc c'est-à-dire que les villageois, ils deviennent contaminés, ensuite ils deviennent des villageois neutres avec un esprit critique neutre, et avec des villageois du coup qui deviennent nos alliés, tout simplement. Parfait, alors on va parler un peu de l'intérieur de la boîte noire, on va parler un peu de la fabrication du jeu. Selon vous, quel a été le défi le plus important que vous avez relevé durant la production de votre prototype? Le défi le plus important, ça a surtout été de trouver des bons outils qui pouvaient vraiment se complémenter entre eux. Donc par exemple, comme dans la ville, le personnage peut poser des outils un peu partout. Le fait de pouvoir par exemple mettre... Alors, ce qu'on appelle outil, c'est en fait les éléments qu'on pose qui vont permettre de corrompre et de décorrompre les ennemis, c'est ça? Exactement. Et du coup, en fait, il y en a certaines qui ralentissent et certains qui font des dégâts, et en fait, on peut les combiner et du coup faire des nouvelles stratégies à chaque fois, et c'est ce qui a été le plus compliqué dans le jeu. D'accord. Alors, ce que je propose, c'est qu'on regarde maintenant du gameplay, parce que c'est un jeu vidéo quand même. Donc là, on va vous laisser la main. Donc voilà, donc là on est sur le menu du jeu, on va lancer la partie, et donc on va arriver dans une des zones du jeu, et directement on va voir un villageois gris, qui est en fait un villageois neutre. Ils apparaissent à côté de ces blocs gris, et ils vont directement aller vers ces grands bâtiments gris qui sont des entreprises en fait. Et dès qu'ils rentrent dedans, ils vont en ressortir contaminés en quelque sorte, et devenus des gens qui surconsomment. Et donc notre but va être de les ramener vers une consommation plus raisonnable grâce à nos outils. Donc voilà, j'en pose quelques-uns. Et dès que les outils vont agir, ils vont transformer ces villageois
en champs plus raisonnés et ils vont devenir bleus. Et donc ils vont directement se diriger vers les commerces de proximité. Mais tous les villageois qui sont contaminés vont essayer de les poursuivre pour les recontaminer et qu'ils reviennent clients des grandes entreprises. Et donc on peut utiliser d'autres outils, par exemple comme celui-ci, qui permet de tous les rassembler à un seul endroit pour pouvoir permettre à nos alliés, en quelque sorte, les villageois bleus, d'aller dans les commerces de proximité. Donc il faut faire attention à son stock d'outils et les utiliser avec sagesse pour ne pas être bloqué au milieu de la partie. Par exemple comme là où j'ai 0 outil, donc je vais être obligé d'aller dans des commerces de proximité pour en racheter et également possiblement les améliorer sur le menu de droite. Voilà, donc j'en achète pas mal pour éviter d'être à court. Et je l'upgrade et je l'améliore. Et là, j'ai été pénalisé parce que vu que je n'avais pas prévu assez d'outils et que je les ai trop utilisés à tort et à travers, la vague a continué de grandir parce que les villageois ont continué de se contaminer pendant que j'étais en train de faire des achats. Donc là, je vais retourner à la vague où on était. Et je vais directement partir acheter plein d'outils dès le début de la vague pour éviter d'être submergé comme la dernière fois et de ne plus avoir assez d'outils pour m'en sortir. Donc je vais directement prendre l'amélioration et je vais commencer directement à les décontaminer et à les rendre alliés dès le début pour éviter d'être submergé comme la dernière fois et de perdre. Car à chaque fois qu'un nouveau villageois devient surconsommateur, la barre rouge va se remplir sur la droite. Et si la barre rouge arrive au maximum comme la dernière fois, on va perdre la partie et on va devoir recommencer à la vague numéro 1, donc dès le début du jeu. Et donc notre but, ça va être d'utiliser tous nos outils à notre disposition pour avoir un maximum de villageois alliés qui rejoignent les commerces de proximité. Et une fois qu'ils ont rejoint le commerce de proximité, la barre bleue à droite de l'écran va se remplir. Et une fois qu'elle sera arrivée tout en haut, vous aurez remporté la vague. Et donc vous pourrez aller à un commerce de proximité pour recevoir en récompense un nouvel outil qui vous servira dans les vagues à venir tout au long du jeu. Alors, pour rappel, on est évidemment sur un prototype, le jeu n'est pas terminé, mais il y a déjà pas mal d'éléments qui nous permettent de dire que c'est émergent, il va y avoir du fun, en tout cas c'est une belle promesse. Et si je vois le jeu, puis là on parle de commerce de proximité, de consumérisme, etc., la thématique elle est vraiment, vraiment étonnante. Une question comme ça me vient, c'est comment vous avez eu cette idée-là? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour l'élaborer en phase de pré-production? Alors, la pré-production, hein, bien sûr, c'est la recherche, c'est toutes les phases préparatoires à la création du projet, hein, pour ceux qui ne savent pas. On vous écoute. Du coup, en fait, pour le jeu, on avait comme thème de prendre des légendes occitanes et de les ramener en contemporain. Et du coup, nous, on s'est inspiré de la légende de Papogay. Donc, c'est le diable qui hante les contrées. Dans la ville de Riovolvestre et il séduit les filles et du coup le seigneur il a peur pour sa fille, alors il va demander à tout le village de chasser le diable. Le diable il va alors se transformer en Papogay qui est un perroquet en ancien occitan et c'est un jeune berger du nom de Tantiro du coup qui va le tuer à l'aide d'une flèche. Et du coup, on voulait vraiment faire un thème contemporain, donc vraiment d'actualité. Du coup, on a complètement réinterprété cette légende, donc on a changé tous les acteurs. Donc le diable, c'est devenu les entreprises industrielles. Le seigneur, c'est devenu les commerçants. Et les filles à protéger, c'est devenu les villageois. Et ils sont attirés non plus par le Papogay ou le perroquet, mais par la surconsommation. Et du coup, les commerçants, ils vont appeler du coup un nouveau héros, donc c'est plus Tantiro, mais Maria, du coup, elle n'utilisera pas des arcs, mais des outils, des appâts, comme on dit. Alors, du coup, ça répond à une question qu'il y avait dans le chat de Nigias qui demandait pourquoi ça s'appelait Papogay, parce que c'est en fait le nom de la légende occitane qui vous a servi de base. Pour finir, j'ai une toute dernière question. Vu qu'on a vu le prototype, ça suppose que tout n'est pas encore dedans, et puis comme on est un petit peu entre nous, j'aimerais que vous nous donniez une petite information, un truc qui n'est pas encore dans le jeu, mais qu'on verra prochainement arriver, peut-être pour le mois de juin. Donc, on va dire, il y a la plus grosse, du moins les plus gros points qu'on va avoir dans l'immédiat, ça va être, il va y avoir un gros travail visuel, donc avec toute l'intégration de l'interface, qui est très brute pour le moment,
Et surtout un très gros changement au niveau du traitement de l'image, avec vraiment un travail autour de la lumière et des couleurs qui va être fait complètement. Alors, maintenant, on va voir un petit peu les questions, parce qu'il y a plein de questions en fait sur le chat. Alors, il y a eu beaucoup de questions autour des interfaces. Et donc, là, les interfaces qu'il y a dans le jeu, c'est quoi? C'est comme ça va être définitif? Est-ce que vous avez pensé à les refaire? On parle aussi d'ergonomie apparemment, il y a peut-être des critiques sur l'ergonomie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça va être refait. Dans l'idée, on va continuer. D'ici, normalement, on avait déjà prévu de le faire la semaine prochaine, vraiment pour essayer de le poser au maximum, le plus proche de à quoi ça va ressembler plus tard. Mais aussi, on va avoir besoin de retour par rapport à comment les joueurs arrivent à naviguer à travers le menu. Et là, on va avoir besoin d'aide. Donc, vous pouvez nous aider. On va avoir besoin de vous, du coup, la communauté, pour tester, nous faire des retours, pour qu'on sache dans quelle direction partir, qu'est-ce qui va plus plaire, tout ça. Ok, alors, il y a une autre question qui est intéressante, qui est de El Galou, qui dit « Vous n'avez pas peur que votre jeu soit un petit peu trop punitif ?» Au niveau, donc là, je suppose qu'on parle d'équilibrage. Et où est-ce que vous en êtes par rapport à cette question d'équilibrage, justement, en ce moment? Qui veut répondre? Du coup, c'est un autre point qu'on va bientôt bosser beaucoup dessus. Parce que pour l'instant, on a vraiment pensé arriver à poser les mécaniques, à ce que tout soit à peu près fonctionnel dans le jeu. Et du coup, maintenant, il nous reste à faire un maximum de playtesting. Donc, vous allez nous aider pour ça, je suppose. Et on va prendre les retours et on va équilibrer le jeu un maximum pour que ce soit le plus fun possible, que ce soit le plus appréciable possible. Ouais, donc là, on revient un petit peu sur... Il y a une nouvelle phase au projet, on rentre dans la deuxième vie du projet qui consiste en fait à améliorer tout ce qui est ergonomie, tout ce qui va être l'expérience du jeu, je suppose, et toute la partie dynamique. Alors, il y a d'autres questions. Une question d'Exosion qui dit pour les gens n'ayant pas touché le jeu, donc en regardant la vidéo, parce que personne n'y a joué pour le moment, le prototype semble manquer de feedback sur des objectifs à long ou moyen terme. Est-ce que vous pouvez répondre à ce niveau-là? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà perçues? Est-ce que c'est des choses que vous voulez améliorer? C'est des choses justement qu'on voulait voir qu'est-ce que les joueurs, il leur manquait comme info et qu'on voulait rajouter justement en fonction de ce qu'ont besoin les joueurs, ce qu'ils ont besoin de comprendre, ce qui manque. Voilà. Donc c'est... Alors, voilà, il y a une autre question qui est intéressante, et là pour le coup c'est moi qui vais y répondre, je viens avec vous, hein. Je fais partie de l'équipe, de Cornelius CV qui dit « Le jeu sera exclusif à l'école ou utilisable pour des externes ?» Moi, la réponse est utilisable par les externes, c'est-à-dire vous tous, puisque les jeux sont mis en ligne directement sur la plateforme itch.io, donc n'hésitez pas à les télécharger et vous pourrez évidemment les tester, et tous les jeux qui seront produits seront gratuits. Ouais. C'est une réponse aussi que je donne à Monsieur Pomme. Alors, il y a Say to Slay qui dit « Est-ce qu'il y aura de la rejouabilité ?» Alors, pas dans un projet futur qui pourrait ne pas exister, mais dans votre projet à vous, comment se passe la rejouabilité? Il y a plusieurs maps, plusieurs façons d'aborder la map. Alors, déjà, il y aura plusieurs zones différentes. Au fur et à mesure des vagues, les zones vont changer. Et niveau rejouabilité, le joueur peut employer un certain nombre d'outils différents. Du coup, on peut toujours essayer de vaincre les vagues avec différents outils d'une autre façon, d'une autre manière, ou en s'attaquant à un autre point du niveau. D'accord. Alors j'ai Charlotte3132 qui dit « Vous allez vous baser sur quoi pour les interfaces? Vous avez peut-être des jeux en tête, peut-être une ergonomie qui est déjà sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour vous aider, qui pourrait éclairer aussi les futurs joueurs ?» Comme c'est moi qui ai travaillé surtout sur la référence, la recherche de l'UI, etc., je me suis surtout basée sur les jeux qui demandent un assez gros inventaire, vu qu'on a un inventaire où ce sont nos outils qu'on va utiliser, c'est la mécanique principale, c'est ça qu'on va utiliser pour jouer. Donc c'est surtout ce genre de jeu que je me suis inspirée. Et après il y avait surtout une recherche aussi pour la minimap. La minimap qu'on peut voir pendant le playtest pour se retrouver dans la zone, pour pas que ça prenne soit trop de place, soit pas suffisamment, ou que ce soit pas suffisamment assez clair. Voilà. Ok, alors je vais prendre une dernière question de Ryujuki qui dit « Auriez-vous différents types d'ennemis prévus, donc à ce stade ou à venir peut-être, ou des gameplays plus spécifiques sur plusieurs niveaux, à ce stade
ou à venir? On n'a pas prévu d'ennemis différents pour l'instant. On compte pas en rajouter pour l'instant. Pour quelle raison? Parce que pour le terme de production, je pense que on n'aura tout simplement pas le temps. Et donc on préfère peaufiner vraiment le jeu, qu'il soit vraiment amusant actuellement et le peaufiner au maximum comme ça, plutôt qu'essayer de rajouter des choses. D'accord, donc amener une expérience de qualité plutôt que de continuer à amener du contenu qui pourrait vous empêcher d'avoir suffisamment de temps en fait pour amener votre jeu jusque là où vous souhaitez l'amener. D'accord, très bien. Alors, il y en a une qui vient d'arriver au dernier moment qui est intéressante, donc je la prends. Le jeu pourrait être jouable en multi. C'est prévu, c'est pas prévu? Réponse rapide, une seconde. C'est pas prévu. Voilà. Eh bien écoutez, on vous remercie, Papogué. On va surveiller un petit peu votre actualité. Je sais que vous allez mettre régulièrement des mises à jour sur Itch.io, donc avec des nouvelles compilations pour que les joueurs puissent les récupérer. Il y a un formulaire aussi, je le rappelle, pour pouvoir récupérer des informations dessus. Et puis on se dit au mois de mai, puisqu'il y aura un nouveau live au mois de mai sur le jeu terminé. Voilà. Donc merci beaucoup et passez une bonne soirée. Merci d'être venu. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Alors, on est de retour, vous voyez comme quoi ça s'enchaîne assez rapidement, c'est ça les plateaux tournants, c'est toujours efficace. Nous sommes donc sur le deuxième jeu, je vais sûrement écorcher le nom du jeu, excusez-moi, Stroller. Presque, vous voyez, comme quoi on n'était pas très loin. Je vais vous laisser vous présenter, vos rôles. J'ouvre le bal, je suis Morio Guilliam, 3D artiste, donc je m'occupe des modélisations. Vous en verrez beaucoup de ma part dans le jeu, que vous verrez plus tard. Bonjour à tous, moi c'est Mathias Mogard et je suis concept artiste. Salut, moi c'est Antonin Beauville et moi je m'occupe de l'intégration, de l'environnement et je dépanne aussi sur le développement. Voilà, bonjour, moi je m'appelle Gaël de France, je suis game / level designer. Voilà. Moi c'est Quentin Gillet et je suis VFX artiste, je m'occupe de tout ce qui est effets spéciaux. Bonjour, moi je suis Florian Auster et je suis programmeur. Alors, merci pour cette présentation. Moi j'avoue, quand on m'a dit il y a un groupe, vous allez voir, ils ont une truelle comme héros, j'ai eu du mal à y croire. Donc forcément la première question c'est pouvez-vous nous présenter votre jeu et pouvez-vous nous présenter son personnage, hein, ceux qui ne me voient pas je fais des petits guillemets, principal qui s'appelle la truelle. Alors du coup notre contrainte de base était d'adapter un mythe et légende occitan et de la réadapter à la façon contemporaine. Du coup après moult recherches au tout début de la production, on est tombé sur une certaine légende qui se passe en Ariège, donc plus précisément à Soulhomme. Et donc en gros c'était l'histoire de deux mecs, ils étaient tous les deux super pauvres et en fait ils avaient une mission commune, c'était de construire deux églises même de part et d'autre de la vallée. Et du coup vu qu'ils étaient pauvres, ils avaient une seule truelle et pour pallier à ça, ces deux bougres à chaque fois ils se jetaient la truelle à travers la vallée et paf ça arrivait toujours dans la main de l'autre et du coup voilà on a pouvoir de la providence. Voilà, et du coup on incarne la providence qui contrôle la truelle, pardon. Alors évidemment, avec un héros pareil, je crois qu'il est unique à l'industrie du jeu vidéo, enfin à ma connaissance. Est-ce que ça vous a pas effrayé au début, en vous disant on va partir là-dessus? Est-ce que vous avez été confiant ou est-ce que vous avez eu des doutes? Et surtout, qu'est-ce que ça apporte de plus dans votre expérience d'incarner ce type de personnage?
Alors non, nous dès le début ça nous a bien fait rigoler, hein, jamais une once de frayeur. Et puis en plus vu que le type de jeu se rapproche un peu d'un jeu de course, la forme de la truelle ça s'approche de la forme d'un vaisseau spatial. Donc voilà, ça collait bien au thème du truc. D'accord. Alors, quel a été pour vous, parce que forcément truelle, le principal défi pour votre jeu? Alors, je sais pas, est-ce que c'est technique, est-ce que c'est le décor, est-ce que c'est le personnage, est-ce que c'est l'histoire? Mais c'était principalement autour du level design du coup du niveau, de la structure du niveau, c'est-à-dire qu'on a un seul niveau du coup qui va être explorable plusieurs fois dans deux sens différents, c'est-à-dire qu'on va faire des allers-retours entre les points où les maçons font leur construction. Et du coup voilà, c'est éviter que ce soit répétitif. Donc concrètement c'est créer un niveau avec un enchevêtrement de passages, de raccourcis qui vont se débloquer au fur et à mesure du jeu. Et voilà, c'est quoi ça, on va arrêter d'en parler, on va le montrer. Hein, comme on dit en Occitanie, jouons. Allons-y. On parle l'Occitanie. Donc voilà, là on se retrouve directement du côté de la forêt. Et donc là, par exemple, le côté de la forêt, c'est quelque chose qui nous a apporté un peu de difficulté dans le sens de la lisibilité. Pas comme là, comme on vient de le voir sur la rivière, parce que là, on dirait que c'est une autoroute, on sait tout tracer. Et du coup, en fait, il y a plein de passages qui vont s'offrir à nous au fur et à mesure. Donc là, après, là, on s'est pris un gros arbre. Et justement, ces obstacles, ils vont nous faire perdre du temps et du coup, vont nous faire perdre du score qui est assez précieux. Et donc voilà. Mais comme t'en parlais justement, le défi, ça faisait partie de ces défis qu'on a eu sur ce jeu, c'est que comme on voit, vu que il y a vachement de verdure, en fait, c'est un environnement forestier la plupart, sur une bonne partie du jeu. Beaucoup d'éléments. Et ça fait quoi, c'est ça, il y a beaucoup d'éléments et la grande vitesse n'aide pas non plus la lisibilité du jeu. On a intégré d'ailleurs un frein après parce qu'on s'est rendu compte que la vitesse était tellement grande que parfois il y a des virages qui étaient super chauds à prendre. Et du coup, on s'est décidé après plein d'essais d'intégrer le frein. Et il y a aussi les collectibles, donc vous aviez en croisé quelques-uns. Petits blocs jaunes là. Ouais. Et donc ça nous permet aussi de vous guider, de guider le joueur pour découvrir des nouveaux passages. Et du coup, c'est aussi intéressant parce que du coup, ça a un côté un peu arcade et c'est pas intégré pour l'instant, mais il y a un score du coup qui va s'accumuler, alors à la fois avec les collectibles et le temps et d'autres trucs après. On vous dit pas quoi. Sans spoiler, il y aura des petites choses intégrées plus tard. Ce sera intéressant. Ça. En tout cas. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments, une forêt, c'est quand même assez riche visuellement. Et moi, je m'interroge un petit peu sur comment vous y êtes pris pour faire ce décor qui a l'air vaste, riche. Ce décor, comment dire, en fait, à la base, on est parti juste des petits morceaux de terrain qu'on a assemblés, qu'on a créé nos petits circuits. Et après, on a essayé de le rendre un peu plus vivant. Du coup, on s'est dit, vas-y, pourquoi pas créer une sorte de vrai relief, une sorte d'un truc où on peut s'y reconnaître, comme si on allait en randonnée, en arrière, justement. Mais on s'est inspiré déjà de la ville de base, de la légende de Soulon, et on a vu que c'était vachement vallonné. En fait, la ville est dans un creux, en fait, entre deux collines. Du coup, déjà, rien que là, sur le sujet de base, en fait, on était déjà posé sur le cadre, en fait. Ouais. Ok, alors, une question qui vient juste après, c'est pour faire ça. Je suppose que ça vient pas comme ça, c'est pas simple, ça demande un peu d'organisation. Comment vous êtes organisé entre vous justement pour produire cette expérience de jeu? Alors en fait au tout début, on a essayé plein de types de jeux. Là-bas je me rappelle, on était parti sur un jeu de gestion entre deux ouvriers et tout, et après on s'est dit putain mais il y a une truelle quoi, pourquoi pas faire en sorte qu'on contrôle la truelle. Donc du coup après il y a Flo qui s'est occupé de développer un prototype, donc une sorte de mini prototype de jeu de course. Donc on s'est dit vas-y ça marche, on fonce dedans. Et du coup après il y a Gaël qui s'est occupé de commencer à mettre en place les niveaux, à assembler une sorte comme un Lego en fait, on assemblait les niveaux comme un Lego. Et donc après au fur et à mesure, dès qu'on a fixé réellement le gameplay, et après avec les règles aussi qu'a établi Gaël qui s'occupe du game design, et ben on est parti en production. Et donc la production ça se joue avec Mathias, lui qui s'occupe des concepts en 2D. Donc qui en gros il imagine déjà l'objet avant même qu'il soit produit en 3D pour avoir une vision plus globale. Et donc après par exemple Gillian qui lui s'occupe de la modélisation 3D,
va pouvoir reconstruire l'objet de façon très efficace parce qu'on sait déjà où est-ce qu'on va. Donc ensuite il y a aussi Quentin lui qui s'occupe des VFX. Donc les VFX c'est les effets visuels, donc comme des effets spéciaux dans le cinéma. Donc comme on peut voir sur le gameplay derrière le fond vert là, les petits traits qui partent, l'eau qui jaillit sur les côtés. Donc ça c'est les effets visuels. Et après moi mon taf c'est de tout assembler dans le moteur et faire en sorte que tout marche quoi. Que ce soit cohérent. Un petit mot sur les logiciels que vous avez utilisés ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on parlait de moteur 3D, donc le moteur qu'on utilise c'est Unity, qui d'ailleurs est gratuit, et si vous voulez essayer à foncer, c'est vraiment une courbe de progression assez cool. Et donc après, après on utilise pour la modélisation 3D, Gillian lui il utilise Blender, donc qui est aussi un logiciel gratuit et open source, donc si vous voulez vous essayer encore une fois, foncez. Sur Steam ou Internet. Personnellement, moi j'utilise 3ds Max, donc il y a un autre logiciel à peu près pareil. De toute façon, tous les logiciels de modélisation 3D fonctionnent pareil. Et après, pour tout ce qui est texture, donc c'est-à-dire la couleur qu'on met par exemple sur la truelle et tout, ça on utilise la Substance, donc Substance Designer et Substance Painter, qui a été fait par Allegorithmic. Putain, j'ai réussi à le dire, ça c'est yes. Et du coup, voilà, parfait, écoute. Il y a Photoshop aussi pour la reprise de texture. Avant de laisser la parole aux questions qui sont posées sur le chat, il y en a pas mal, j'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pouvez, comme le groupe d'avant, un petit peu nous teaser quelque chose que vous allez mettre dans le jeu, qui n'existe pas dans la démo qu'on a vue là, qui n'existe pas dans le proto qu'on peut récupérer sur itch.io. De quoi Du coup, on a quelques idées déjà. Tout à l'heure, du coup, on a parlé d'une manière de scoring en fait qui n'est pas intégrée. Bon, pour ça, je spoil pas trop. Et du coup, on a aussi des éléments dynamiques dans le jeu. C'est-à-dire que là, actuellement, dans le gameplay, ce qu'on peut voir, c'est assez plat en fait. C'est plat, il y a de la vie avec les arbres et tout, mais il n'y a pas d'éléments vivants à proprement parler en fait. Il n'y a pas de faune en fait. Et donc ce qu'on voudrait ajouter, ce serait par exemple des poissons qui viennent essayer d'entraver la truelle, pourquoi pas se coller dessus, des jeunes qui seraient en train de faire la fête, en train de se rouler dans l'herbe ou des choses comme ça. Des petites idées un peu loufoques qui pourraient aller, qui iraient bien avec le côté décalé en fait de la truelle en fait. Parce que en fait, l'environnement il est tout à fait normal, tout à fait ordinaire, et on a une truelle à réaction au milieu donc. Écoutez, moi on va passer de suite aux questions. Parce qu'il y en a beaucoup. Oh la boule. Il y en a une déjà. Encore, Charlotte 3132 qui se demande sur quoi vous êtes basé pour faire le concept artistique de votre truelle, de votre décor. En source d'inspiration, du coup, par exemple, ça se voit, je pense, pour ceux qui connaissent Zelda Breath of the Wild, une de nos inspirations. Des films Ghibli aussi, par exemple. Pour l'environnement, mais pour la truelle. Enfin, je sais pas si pour la truelle. C'était plus pour la truelle en particulier. Le décor. Oui, le décor. Après, pour la truelle, du coup, c'est marrant parce que j'ai fait pas mal d'itérations en fait, jusqu'à avoir un modèle en fait, de retrouver l'esprit de la truelle. Et c'est assez intéressant parce que à peine on la déforme cette truelle, on perd rapidement en fait. Il y a une autre question qui est plus technique. Est-ce qu'il y aura un moyen de customiser sa truelle ? Sous-entendu peut-être qu'il y aurait des éléments qu'on pourrait rajouter ou enlever pour... En vrai, on y a pensé au tout début du développement, mais là pour l'instant on se concentre sur vraiment le gameplay de base et tout. Mais oui, c'est possible qu'on s'amuse à développer ce genre de custom. Pas dans le polishing, ouais, ça peut être... Franchement, c'est pas impossible. Ça peut être marrant, ouais. Si vous faites un peu 3D ou un truc, vous faites des skins, vous nous les envoyez, on attaque dans le jeu. On avait même pensé à pourquoi pas essayer de faire un concours en ligne sur des idées de truelles. Ça pourrait être bien. Pensé une fois. Et je pense qu'ils viendront passer votre jury de fin d'année avec vous. Une autre question, est-ce que l'environnement est généré de façon procédurale ? Alors oui, totalement. J'utilise un package, donc une sorte de petit plugin sur Unity. Et donc en gros, oui, toute la forêt et tout qu'on voit sur les côtés était générée procéduralement. Par contre, sur les passages où le joueur évolue, où il doit rester, là par contre c'est fait à la main et qui a été designé entre autres par Gaël au tout début. Ok, alors j'ai Exosion, qui semble être du métier parce qu'il a l'air assez pointu. N'avez-vous pas peur que les joueurs prennent un chemin plus par chance que par réelle décision ? Alors, ouais, ça pourrait, mais ça rejoint un peu le truc de lisibilité, de laisser un peu de temps. Ça pourrait, ou c'est maîtrisé ?
Eh ben, pour l'instant, c'est un peu... Alors, on a des complications, on le voit un peu dans le gameplay, le rebond qui fait que des fois c'est un peu compliqué. Et oui, il y a beaucoup de vitesse, alors ce sera des trucs à jauger un peu comme ça. Et le frein aussi qui est pas trop dedans. Il y a l'ouverture des chemins aussi. Et l'ouverture des chemins. Avec les allers-retours. Alors, j'ai une nouvelle question d'Eptilia qui dit est-ce que le besoin d'aller vite pour battre le score ne risque pas de limiter les possibilités d'exploration de la carte? Bah, Qui revient aussi à la question d'explosion. Bah, justement, tout à l'heure, on parlait de certains objets qui pourraient se déplacer. Et du coup, ça pourrait nous forcer le joueur à aller dans certains endroits. En gros, c'est comme si on guidait le joueur via les collectifs, Après, on n'a pas encore installé la lumière et tout, mais la lumière joue un grand rôle dans la direction que le joueur doit suivre. Donc, c'est une sorte de juste milieu à trouver qu'on essaie de trouver. Alors justement, juste milieu, t'es interrogé là. Vous allez retravailler le mouvement, ça a l'air dur à contrôler. Ouais, c'est une grosse question. Mais du coup, je voudrais revenir par rapport au truc, c'est que en fait, sur ce jeu, on a ce côté runner aussi par rapport à la vitesse, du coup, qu'on tient à garder parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a pris le parti de pas mettre de vie, du coup, dans ce jeu. Donc c'est un peu la seule contrainte qu'il y a de la vitesse, justement, de devoir gérer la vitesse et par où tu vas, où tu te diriges. Et pour le contrôleur, c'est quelque chose de très difficile à jauger. C'est que c'est plein de petites valeurs qu'on doit tout le temps gérer et c'est géré par la physique du moteur. Mais ça va arriver au fur et à mesure, on essaie. Alors, il y a une petite question sur des versus, des multis. Parce que, comme M. Pomme dit, il y aura un mode versus. Vincent Gillet dit multijoueur à 2 truelles. Bah, c'est marrant parce qu'au tout début on était parti sur un jeu de course entre 2 truelles. Sauf qu'en gros si on reprend la légende d'origine, et bah, ça ressemble plus à un jeu de coopération parce que le but c'est d'aider les deux maçons. Donc on voyait pas trop l'intérêt à faire un versus. Mais pourquoi pas faire un mode de jeu, un mode de course de truelles, ça sera encore plus du jamais vu quoi. On pensait à un mode freeride aussi, se balader gratuitement. Il y avait le Flow is Lava aussi. Plein de possibilités. En tout cas, moi je vous remercie. Il y avait une dernière question là qui semblerait être plutôt une petite intercostale. Avez-vous vérifié vos handguns? Eh ben je vous laisserai répondre directement sur le chat. Tous les jours du matin du soir. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu votre projet. On se retrouve au mois de mai, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Bonne soirée. Merci. Ciao. Bonne soirée à vous. Salut. Salut. De retour dans l'efficacité, on essaye de faire en sorte que les projets s'enchaînent et qu'il n'y ait pas trop de temps mort. Groupe numéro 3, Anciana Lorda, alors tout comme le projet d'avant, peut-être que je l'ai mal prononcé, et je m'en excuse. Oh, ça va comme ça. Je vous laisse vous présenter pour le coup et nous dire ce que vous avez fait dans ce projet. Moi je m'appelle Duncan Lahané et au sein du projet je m'occupe de tout ce qui est programmation, côté technique et scénario. Je m'appelle Valentin Mambrosac et je m'occupe du game design et du level design. Moi je m'appelle Hugo Gallardo, je m'occupe de tout ce qui est intégration dans le moteur de jeu et tout ce qui est environnement. Je m'appelle Loris Leblanc et je m'occupe notamment des personnages et là où on a besoin de moi. Bonsoir à tous, je m'appelle Roland Benjamin et je m'occupe donc de la modélisation 3D, des textures et de la lumière. Bonsoir. Merci pour cette courte présentation. Je pense qu'il manque quelqu'un. Et oui, on a oublié, désolé, on a oublié Mathilde Gurib qui n'a pas pu se déplacer et qui s'occupe du concept art dans notre jeu. Merci. Alors, en quelques mots, peut-être quelques phrases, enfin rapidement du moins, pouvez-vous nous pitcher, nous raconter un peu l'histoire de
de votre jeu ainsi de ses protagonistes. Ancien Lorda, c'est l'histoire d'un vidéaste d'urbex, quelqu'un qui a pour activité d'explorer des lieux urbains abandonnés, désaffectés, qui va tomber du coup sur une ville qui a récemment émergé d'un lac à proximité de Lourdes, qui se trouve dans la région d'Occitanie du coup, et où une troupe d'archéologues aura disparu. Et du coup, son but sera de comprendre ce qui leur est arrivé et ce qui fait le passé de cette ville en s'immisçant de plus en plus profondément dedans, jusqu'à se rendre compte qu'il s'est retrouvé piégé dedans. Ok, alors, je ne l'ai pas dit au début, je profite pour le dire maintenant. Vous aviez tous eu le même sujet, une contrainte en fait de projet, hein, qui était de se baser sur des mythes et des légendes occitanes, mais de les traiter de manière contemporaine. Du coup, pourquoi vous avez choisi ce mythe, et puis peut-être nous expliquer ce qu'il en est, et quels ont été les principaux problèmes ou interrogations que vous avez eus dans votre phase initiale de recherche ? Je vais déjà commencer par faire un petit pitch rapide de la légende. Alors la légende qu'on a choisie raconte l'histoire d'un messager de Dieu qui serait descendu sur Terre sous l'apparence d'un mendiant, justement dans le village qu'on va explorer, et qui aurait décidé de juger l'esprit de charité des gens, des habitants de ce village. Et il y aurait une famille qui aurait décidé de l'aider en tout cas, et il aurait décidé d'engloutir le village sous les eaux, et de libérer la famille, mais en pétrifiant tous les gens qui restaient dans ce village. Et pourquoi on a choisi un aspect historique ? Déjà par rapport à la contrainte du projet, c'est-à-dire qu'il fallait réinterpréter dans un environnement contemporain la légende, mais surtout parce que ça s'adaptait parfaitement avec la légende qu'on avait choisie. Et pour continuer par rapport à ça, sur les problèmes qu'on a eu en pré-prod, c'était notamment par rapport à la cohérence narrative, parce c'est une grosse emphase narrative, et sur le background du village et ainsi que des personnages. Notamment de faire bien ressortir l'Occitanie au travers des différents décors qu'on a, avec notamment les briques au niveau de l'architecture, mais aussi des couleurs chaudes, un ciel bien présent au niveau de l'ambiance. On a même fait par exemple un petit logo pour des archéologues qui seraient sur le site. On essaye de retranscrire ça un maximum. Alors, puisque justement on parle de briques, puisqu'on parle d'éléments un peu plus techniques, rentrons dans le vif du sujet. Vous n'avez pas y coupé, hein, comme tout le monde. Quels ont été les défis graphiques de design, alors game et level design évidemment, et techniques que vous avez rencontrés lors de la phase de production de votre prototype, qui je rappelle n'est pas terminé évidemment, qui est en cours de fabrication ? Je vais commencer par rapport au game design. Nous, ce qu'on voulait, c'était créer l'expérience la plus fluide possible. Donc le plus gros défi qu'on a eu, c'était de faire en sorte que le joueur ait le moins de temps de pause pendant qu'il explorait le village. Donc ce qu'on voulait, c'était que ça soit un seul bloc de gameplay, c'est-à-dire éviter tout type de cinématique, de choses comme ça, d'engager le joueur le plus possible. Et par rapport au level design, je dirais que c'est la construction du village en lui-même, comment agencer, c'est l'air le plus naturel possible, que ce soit, on va dire, naturel, comme si quelqu'un était déjà allé visiter un village qui se soit habitué. Et donc ça a été l'agencement du village en tout cas. Ok, alors moi ce que je propose, on a dit plein de choses. Vous faites le test, vous nous montrez ça en action, en mouvement, en image. Ouais. Allez, allons-y. Du coup, vas-y. Donc pour la partie justement graphique, pour toutes ces pierres et tout ça, justement pour revenir sur la question de tout à l'heure, l'un des défis qu'on a eu, comme l'a dit Valentin, c'est que notre village il est vieux, il a été englouti sous l'eau, et donc ça nous a posé pas mal de réflexions pour retranscrire ça sur les modélisations, sur les textures. Donc ça c'est quelque chose qu'on travaille toujours dessus, et pour l'instant c'est bien réussi. Voilà. Après, un des gros points du jeu, c'est l'exploration, donc l'exploration du village. Donc là, on peut pas le voir actuellement dans le gameplay, mais notre jeu, il va être assez linéaire, même très linéaire. Mais à certains moments, on aura différents chemins que le joueur pourra emprunter. Il pourra les explorer, les parcourir, pour arriver au même point ensuite. Mais donc, il faudra quand même chercher son chemin pour pouvoir continuer dans le niveau. Ensuite, pour nos mécaniques, notamment celles de franchissement qu'on a pu voir, elles sont toujours beaucoup sous... on travaille encore beaucoup dessus. On cherche à rendre les animations et les déplacements dedans le plus fluide possible. Et on met beaucoup d'efforts là-dessus pour avoir
une expérience agréable et un personnage sympathique à contrôler durant le jeu. Moi j'aimerais rebondir sur ce que racontait Valentin, sur les mécaniques de franchissement, la richesse de l'exploration et tout, qui sert en fait à un certain but qui est l'aspect narratif en fait du jeu, puisque le but c'est quand même de découvrir par soi-même l'histoire de l'endroit. Il y aura beaucoup d'éléments de narration qui seront disséminés à travers la ville. Et le but, ça sera quand même aux joueurs d'avoir l'initiative d'aller fouiller à des endroits qu'ils n'auraient peut-être pas pensé, de prendre les chemins qui lui paraissent plus audacieux pour trouver les pièces du puzzle finalement, hein, et de remonter l'histoire. Mais des éléments libres d'interprétation au niveau de la narration. Également, on aimerait mettre beaucoup de vie dans notre jeu, avec peut-être du brouillard qui bouge, des plantes, mais aussi au niveau sonore. On aimerait mettre beaucoup l'accent sur l'aspect sonore, histoire que le jeu soit agréable, qu'on sente que la ville soit vivante et qu'on ait envie d'explorer. Donc là, c'était la fin. On tombe et blackout. Et là, on vous laisse découvrir la suite. Le jeu est disponible et il y a encore à découvrir. Il est déjà téléchargeable sur itch.io, c'est une version de prototype. Venez le tester et nous faire vos retours. On en a besoin. J'ai déjà plein de questions que je vous poserai après. Mais j'en ai encore, moi, 2 petites. Parce que quand je vois le playtest qu'on vient de voir du jeu, personnellement, je vois bien ce côté mystique que vous expliquez, une espèce de jeu d'ambiance en fait, hein, qui se dégage du jeu. Et le fait d'avoir qu'un seul personnage, c'est-à-dire que nous on incarne, on est au travers des yeux de notre héros, mais il y a un autre personnage à l'intérieur, participe vraiment à l'ambiance aussi. Mais j'aimerais bien que vous en touchiez 2 mots de ce personnage unique qu'il y a dans le jeu. Mais je vais commencer par expliquer l'importance surtout de ce personnage au sein du jeu, puisqu'il occupe effectivement une place assez iconique. Donc le mendiant, comme on l'appelle, sert de figure d'antagoniste dépendant des actions du joueur, puisque des variants selon les décisions que prendra le joueur à sa rencontre durant le jeu, il y a des chances que la relation qu'il va entretenir avec change du tout au tout en fait. Et c'était important pour nous de rester fidèle à la légende, donc on est resté calqué sur le modèle d'origine, sur les ambitions du personnage originel, etc. Mais quand même, pour que notre propre interprétation prenne le pas dessus, pour qu'on ne fasse pas un pur copier-coller, on a rajouté énormément de nuances dans sa façon d'agir et de réagir surtout à nos actions. Et il aura vraiment une personnalité très différente de ce que l'histoire originale va dire, tout en restant dans les traits de la personnification qui le représente. Ça semble ambitieux, en tout cas. Ouais. Et pour vous donner un petit mot dans la parole de Mathilde, qui n'est pas là aujourd'hui, celle qui s'est occupée du design visuel du personnage, elle a essayé elle l'a designé d'une façon à ce qu'il s'intègre bien dans son environnement, des habits de l'époque, qu'il ait un peu une figure de gardien du village, qu'on sente que ce soit lui qui connaît la ville. Il a notamment un collier de clés qui sont toutes les clés des différentes maisons dans le village et qui deviendront un élément sonore qui servira le gameplay, notamment dans le jeu. Ah ouais, donc c'est ce que j'ai dit, il y a vraiment une grosse ambition en termes de contenu, en termes de soins apportés aux différents éléments du jeu. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites là actuellement dans le prototype. Il y a encore plein de choses qui vont arriver. Mais dans les choses qui vont arriver, il y a des choses que vous nous avez pas dites. Ouais, bien sûr. On a beaucoup de choses qu'on aimerait ajouter, comme des petits secrets qui seront libres d'interprétation et à trouver dans les niveaux, enfin dans le niveau, dans tout le village. Des petites histoires avec notamment des statues que vous avez pu un peu voir dans le gameplay et encore plus certains petits. En termes d'environnement, excuse-moi de te couper, on va rajouter tout plein d'éléments qui vont nous faire comprendre où est-ce qu'on est, pourquoi est-ce qu'on est là, des éléments qui vont renforcer un peu cette immersion dans le jeu. Et ça va venir.
Ouais. Et il y a aussi quelque chose qui est déjà présent dans le jeu mais qu'on ne vous a pas encore montré, c'est que le jeu a plusieurs fins, plusieurs façons de se terminer, et on vous laisse le découvrir dans le jeu. Bah tiens, ça me fait une transition toute faite. J'ai une vraie question là qui a été posée. C'est pourquoi avoir choisi un personnage d'Urbex? La question grecque, c'est pourquoi avoir choisi un vidéaste Urbex? Je pense répondre. C'est en fait, c'est parti d'une autre contrainte qui était que puisqu'on tenait réellement à reprendre la légende originelle et à la faire revivre aujourd'hui, on s'est dit que la meilleure façon c'était de reprendre le village ancien et tous les éléments mystiques de la légende. Mais effectivement, ça posait le problème de l'interprétation contemporaine, puisque du coup, ça reste assez médiéval, surnaturel, ça collait pas aux contraintes en fait. Et on s'est dit, on a commencé à réfléchir à des raisons qui pousseraient quelqu'un d'aujourd'hui à y aller, et on a trouvé qu'une solution assez simple d'approche et qui collait très bien au contexte, du coup, c'était le loisir de l'urbex, qui est effectivement l'activité qui consiste à aller visiter ce genre d'endroit. Et pour l'anecdote, au début, on voulait pousser ce côté beaucoup plus loin en stream, et peut-être essayer d'avoir la cam du joueur directement dans le jeu. On a essayé plein de choses qui ne collaient pas forcément à ce qu'on voulait faire, mais qui ont été dans le process. Il y avait tout un délire d'interface évolutive avec le nombre de streamers, de viewers qui augmentait selon les actions qu'on faisait, les endroits où on allait. Vous avez répondu à Globulux qui disait vous connaissez Twitch Prime. Alors, il y a une autre question là qui vient d'arriver. J'aime le raisin de table. Puisqu'il est vidéaste, est-ce que vous comptez intégrer des mécaniques avec une caméra type à la Outlast? Non, c'est pas prévu. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur la mécanique principale qui est le franchissement des obstacles. Mais après, on aura de lui en rapport avec la caméra à certains moments. Mais il y aura pas on ne pourra pas record de gameplay dans le jeu. Donc voilà. C'est une question qu'on s'est posée, mais ça nous dérangeait dans le résultat parce que ça serait peut-être en trop. Et on essaye de rester sur d'abord nos axes à nous. Et on voulait pas rajouter des choses qui pourraient s'avérer inutiles au final et qui nous prendraient du temps aussi, parce que c'est une variable à prendre en compte. Alors j'ai Rubarbe qui dit est-ce qu'il y aura des easter eggs dans le jeu? Alors easter eggs, c'est des clins d'œil. Est-ce qu'il y en aura dans votre jeu? Oui, bien sûr. Oui, entre nous, on en aura peut-être que vous n'aurez pas, mais oui. On cherchera à plaire, à satisfaire les gens qui sont assez curieux. Alors j'ai Xavier qui vient tout juste là de poser une question qui est en rapport avec la question d'avant. Donc c'est une vision nocturne peut-être, un flash, histoire de soutenir l'ambiance glauque et sombre. Ça rejoint ce que je voulais dire pour la question d'avant là, sur la référence à Outlast, parce que je pense que ce qu'il demandait en parlant d'Outlast, c'était justement les trucs de vision nocturne, la gestion de la batterie, etc. Il n'y a pas de vision nocturne, mais il y a une lampe torche. Il y a une lampe torche. Alors j'ai une question qui est étonnante, de Roger Lapin, enfin étonnante. Elle coule de sens, mais c'est vrai qu'elle n'était pas arrivée. C'est l'histoire paraît complexe. Est-ce que ça a été difficile à adapter à l'époque contemporaine? Oui, en fait, on a eu pas mal de problématiques à trouver quelque chose qui nous allait par rapport au background de notre village, par rapport à l'histoire de notre personnage et même celui qu'on incarne, du mendiant et celui qu'on incarne. Et ça a été une assez grosse problématique sur laquelle on a pas mal bloqué pendant un temps. Et on pense être satisfait de ce qu'on a trouvé, et on veut pas forcément vous dire ce que ça donne, mais vu que c'est libre d'interprétation, ça sera plus à vous de vous faire cette idée si on l'a bien retranscrit ou pas. Ça sera à nous de voir. Télécharger le jeu. Autopromo. Donc Eptilia, ce sera la dernière question. Demande, est-ce que vous comptez offrir différents chemins possibles pour notre vidéaste qui mènerait à des fins bien différentes, ou bien est-ce qu'il y a un seul et unique chemin bien défini? Non, justement, le but c'est qu'il y ait plusieurs chemins et que dépendant du chemin qu'on prend, on tombe sur des conséquences différentes. Ouais. Il y a déjà plusieurs fins possibles. Ah d'accord, il y a plusieurs fins possibles. Il y a déjà plusieurs fins possibles. Et ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans le prototype qui est en ligne. Oui. D'accord. C'était pour par rapport à la légende qui se finit de deux façons différentes pour les habitants, pour ceux qui l'ont aidé, pour ceux qui ne l'ont pas aidé. Et nous, on a voulu retranscrire ça, et il y a plusieurs façons de finir le jeu. Et là, une dernière question qui me vient, ça sera la fin pour nous sur ce projet-là. Si vous aviez une seule requête à faire à une communauté qui testerait votre jeu, qu'est-ce que vous avez besoin de connaître là tout de suite
si des gens testaient le jeu et qu'ils devaient vous faire un retour. Ça serait sur quoi? Sur le level design, sur l'histoire, ça serait sur le gameplay? En général un peu tout, mais par rapport à comment ils ressentent le gameplay en main, comment le level design il appréhende. Ce qu'ils ont compris de l'histoire aussi. Ce qu'ils ont compris de l'histoire, un petit résumé, pas plus. Si vous me donniez une seule chose, ça serait l'histoire. Je pense que c'est l'histoire. Ça serait l'histoire. Raconter un mythe. Donc, Et sur la page d'ailleurs, on a un petit formulaire que vous pouvez répondre qui dure pas plus de 5 minutes, où vous pouvez répondre à ce genre de petites questions rapidement. Ça nous aidera. Ça nous aidera pour améliorer le jeu. C'est parfait. On vous remercie d'être venu, d'avoir pris le temps de partager avec nous ce projet, de nous avoir expliqué les choses et d'avoir répondu à la communauté. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci messieurs, mesdames. Et bonne soirée. Et bonne soirée. Et ça y est, de retour pour notre dernier groupe, dernier projet Isabi. Je vous présente l'équipe et je laisse l'équipe se présenter. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Donc nous sommes le groupe d'Isabi, en charge du jeu du même titre. Donc je me présente, je m'appelle Axel Bouquin et je m'occupe de l'organisation et de la gestion de ce groupe. Je suis Simon Nicolo, je m'occupe de superviser la direction artistique du jeu ainsi que la création en 3D de notre antagoniste et protagoniste. Bonsoir, je suis Brice Martinez, je suis 3D artiste et je m'occupe principalement de la végétation du jeu. Je suis Théo Sudra-Lermière, je suis 3D artiste, je m'occupe de l'éclairage et j'ai fait toute la structure de la grotte. Et moi je suis Lilou Puech et je me suis principalement occupée du game et du level design. Moi c'est Loïc Serrier et je m'occupe du level design et de la programmation. Puisque vous avez la parole et que vous avez l'air fin prêt à en découdre avec nous, je vous propose de nous parler un peu de votre univers, de vos personnages. On vous écoute. Du coup, notre jeu est inspiré de la légende du lac d'Isabi, dans laquelle il y a un serpent géant qu'on a réutilisé en tant que notre antagoniste. Et celui-ci fera face à Léonie, une petite fille de 8 ans que le joueur incarnera pour parcourir notre niveau. Alors, tous ceux qui ont testé le jeu, moi y compris, on a vu immédiatement qu'une grande partie de l'expérience du jeu reposait sur le level design. Alors, le level design, je rappelle, c'est les plateformes, l'espace, la conception des niveaux. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour justement concevoir ces différents espaces, pièces, volumes et les plateformes qui sont à l'intérieur? Alors d'abord, on a fait un plan des objectifs, puis on a fait, via ces objectifs, un plan en 2D pour voir où est-ce qu'on va les placer. Et après, on a mis tout ça en 3D en utilisant des gabarits qu'on assemble ensemble pour pouvoir évaluer les distances. D'accord. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, vous aviez une contrainte, tous les groupes, et c'était la même contrainte pour tout le monde, qui étaient les mythes et légendes d'Occitane, portées à une époque contemporaine. Comment vous vous êtes approprié le mythe d'origine? Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots justement ce mythe? Alors pour ce qui est du mythe, comme dit tout à l'heure, c'est le mythe de la légende d'Isabi, dans laquelle un serpent géant hante les pâturages d'Isabi jusqu'à ce qu'un jeune homme courageux d'un village voisin décide de le défaire en lui mettant feu aux entrailles, et le serpent va donc boire pour apaiser la douleur jusqu'à mourir noyé, et en mourant il déverse toute l'eau qu'il a bu, ce qui crée le lac Isabi. D'accord. Et du coup, comment vous avez porté maintenant ce mythe-là dans votre adaptation en jeu vidéo? Oui, alors concernant l'adaptation, du coup, ça a été assez compliqué de choisir un type de jeu qui
qui est conforme à cette légende. Donc nous avons opté pour un jeu axé sur les plateformes et la résolution d'énigmes, où pour ce qui est de l'antagoniste, nous avons gardé donc, le serpent de la légende. En ce qui concerne le protagoniste, donc, nous avons opté pour une petite fille qui contrastera avec la taille colossale de la créature, dans une confrontation qui, comme dans la légende, va rester indirecte et va être conclue grâce à l'ingéniosité que nous faisons passer à travers les énigmes. Alors, moi ce que je propose, c'est que vous nous fassiez une petite démonstration du prototype actuel. Encore une fois, le prototype, évidemment, est en cours de fabrication, et on en reparlera tout à l'heure. Allez-y, c'est à vous. Alors, concernant la première partie que vous voyez actuellement, nous sommes dans un décor contemporain, donc un lieu de vie. Pour habiller cet environnement, donc, nous avons opté pour des objets, meubles, objets du quotidien, en fait, qui donnent un peu de vie, un peu de verticalité à l'environnement. Du coup, ici, vous pouvez voir donc, la mise en place des plateformes. On est pour l'instant dans la phase d'apprentissage, donc il n'y a aucun danger pour le joueur jusqu'à présent. Et là, on va du coup arriver à la partie où il y a la végétation, la grotte. Voilà. Donc, au niveau de l'entrée de la grotte, on a commencé à en mettre un peu. Celle-ci sera là pour rajouter de la vie à la composition et habiller en quelque sorte la grotte. On utilise beaucoup de bioluminescence pour rehausser de façon naturelle l'ambiance de la grotte et accentuer ce côté onirique. Au niveau de l'éclairage, du coup, à la première partie, au début du niveau, on est du coup dans le monde réel. On a opté pour mettre des couleurs très chaudes pour rappeler le côté vie, que l'endroit, il peut y avoir des personnes qui viennent, etc. Et on a fait un gros contraste au niveau de la grotte pour rappeler ce côté onirique et rappeler le fait qu'on est tout seul face au serpent. Donc ici, vous pouvez voir l'apprentissage des énigmes. On a d'abord l'apprentissage des leviers, où on apprend directement le fait qu'il puisse avoir plusieurs leviers, un levier rouge et un levier jaune. Juste après, on a du coup l'apprentissage des cristaux, où le joueur apprend comment contrôler les cristaux en utilisant la caméra et découvre pour ouvrir la porte. Les cristaux, c'est pour du coup utiliser. Le but de l'énigme, c'était on voulait une énigme capable de guider le joueur vers là où il va, et les cristaux permettent du coup de refléter une lumière pour ouvrir une porte par la suite. D'accord, donc le jeu en fait ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver dans un platformer comme Ratchet & Clank, Jak & Daxter, avec des systèmes d'énigmes un peu similaires. Et est-ce que vous avez d'autres types d'énigmes là qui apparaissent dans le jeu, ou tout est basé sur ce système de cristaux et d'ouverture de... Tout est sur les cristaux et la partie énigme est sur les cristaux et les leviers. D'accord. Alors, il y a plein de questions dans le chat et ça c'est plutôt chouette. On en reparlera après. Vous pouvez peut-être nous détailler vite fait l'interface là, parce que en haut je vois c'est quoi, c'est la vie, en bas c'est un nounours qui a l'air un peu mal en point. Vous pouvez nous expliquer? En haut à gauche, du coup, oui, c'est bien la vie du personnage. Elle a 3 vies, elle peut prendre des dégâts de chute, ou le monstre qui est le serpent peut lui infliger des dégâts. Il y a aussi en bas à droite, du coup, c'est les morceaux du nounours qu'elle doit récolter pour pouvoir finir le jeu. Elle doit récolter les 5 morceaux du nounours. D'accord, c'est le but du jeu en fait, hein, oui. les morceaux du nounours. Okay. Vous allez voir juste là après, il y a donc le premier morceau de nounours. Bon, pour l'instant, c'est une petite capsule, ça restera pas comme ça. Mais le but, c'est de récupérer donc les 5 capsules pour l'instant. D'accord, ok. Alors, du coup, on parlait tout à l'heure de l'antagoniste, une espèce de gros serpent. C'est quelque chose qui est déjà intégré dans le jeu, ou c'est quelque chose que vous pensez intégrer après ? Il est déjà intégré dans le jeu et il va apparaître incessamment sous peu quand le joueur va continuer à avancer dans le niveau. On voulait d'abord faire cette phase d'apprentissage, d'abord dans la cave et ensuite dans la grotte, dans des couloirs étroits, puis ensuite arriver dans cette pièce immense pour commencer à créer ce contraste entre la taille de la petite fille et l'immensité du lieu. Et on voulait du coup ne pas faire apparaître le serpent pour que d'abord elle s'acclimate avec l'environnement qui change et qui devient soudainement immense, et ensuite elle va le voir et elle va pouvoir faire la différence d'échelle, qui a d'ailleurs été volontaire puisque déjà dans la légende le serpent est dit comme étant géant,
Et le combat indirect doit être signifié par cette différence d'échelle qui indique clairement que la petite fille ne peut pas vaincre le serpent autrement que par des énigmes. Alors concrètement, là, dans tout ce qui est énigmes, comment vous y êtes pris, même au niveau du level design et des plateformes, hein, comment est-ce que vous avez conçu ces énigmes? C'est quoi votre méthode? Du coup, on a fait différentes recherches en ce qui concerne l'environnement pour qu'est-ce qui correspondrait le mieux en fait à nos mécaniques de gameplay. Initialement, on était dans une mine, vu que le serpent explose à la fin, on voulait partir sur un environnement qui rappelle une mine parce que ça aurait justifié le fait qu'on puisse le faire exploser, par exemple avec un chariot de TNT ou quelque chose comme ça. Au final, on s'était dit que une grotte c'était un peu plus adapté. Et du coup, en fait, le challenge réside principalement dans les plateformes. On a des plateformes qui se déplacent, d'autres non. Et le serpent vient un peu pimenter le tout. Il a 2 mécaniques qui sont l'aspiration et le crachat. Donc, il attaque le joueur. Alors, c'est la petite boutade, hein, mais le personnage, il va rester en fantomatique et hanté. Non. Ah non, on y travaille. Non, si, il sera comme ça tout le jeu, en fait. C'est audacieux. Bah ouais, c'est un parti pris. Alors juste maintenant, pour finir, avant qu'on passe sur les questions, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions sur le chat, ça serait quoi la prochaine étape de ce projet? Quels seraient les prochains éléments que vous voulez intégrer Alors, il nous reste énormément de travail, comme vous pouvez le voir, notamment sur les animations et les personnages qui arriveront d'ici sous peu. Ensuite, nous devons aussi retravailler l'aspect environnemental, surtout notamment au niveau des textures, qui font pour l'instant le travail, mais qui méritent d'être peaufinés. L'avenue des animations et du réel protagoniste, parce que c'est pas le personnage que vous voyez ici, va faire en sorte que le jeu soit plus agréable à prendre en main, plus fluide et plus dynamique et plus vivant. Dynamique, en fait. oui, c'est ça. Alors, effectivement, là, il y a juste Karamien qui demandait le serpent est-il actuellement dans le jeu? Parce qu'on l'a pas vu en fait dans votre playtest, mais c'est peut-être parce que pour une question de temps, on a dû couper un petit peu. Il était un peu plus loin, si je me trompe pas, hein, c'est ça? Il est présent. Alors, du coup, puisqu'on parle un peu de production, j'ai quelques questions. Une question de Ultranus qui dit combien d'heures de travail pour la modé et du serpent? Alors, je pense on parle de modélisation, on parle peut-être pas de la conception, mais d'un point de vue technique. Il y a plusieurs parties. Il y avait d'abord les concept art qui revient à dessiner les personnages et faire plusieurs itérations avant de trouver sa forme finale. Ça a pris environ 2 semaines. Et ensuite la partie 3D, étant donné que pour l'alpha qu'on présente ici, il fallait avoir un serpent pour le mettre dans le jeu, même si il va avoir le droit à des heures de travail supplémentaires dessus encore pour la version finale. Le modèle 3D a dû prendre environ une dizaine d'heures pour la modélisation 3D et encore une dizaine d'heures supplémentaires pour la correction et la texture et l'intégration. Alors, il y a une autre question qui est passée dans le chat, c'était quelles sont l'inspiration pour la création de la grotte et quels sont les logiciels que vous avez utilisés pour la fabrication des éléments de la grotte et des cristaux? C'est une vaste question. En ce qui concerne les inspirations de la grotte, nous avons pris des références réelles et des références de jeux, histoire d'étoffer nos connaissances sur le sujet. En ce qui concerne les logiciels utilisés, ça a différé. Nous avons essayé des logiciels qui n'ont pas marché, du genre... qui n'ont pas donné le résultat escompté, du genre SpeedTree, qui nous a causé beaucoup de problèmes au long terme, en fait, que nous avons laissé de côté. Sinon, nous avons utilisé comme logiciel 3D pour la modélisation Maya. Et ZBrush. Et pour le sculpte, ZBrush. Et pour la texture, ça a varié entre Designer et Substance Painter selon nos besoins, en fait. Et un peu de Photoshop aussi. Et Photoshop. D'accord, alors j'ai une question de Sandromac qui dit « Est-ce que le fait de ramasser des morceaux de l'ourson feront apparaître un changement d'émotion sur le visage de Léonie ?» Pour rappel, Léonie, c'est l'héroïne, hein, à côté de sa barre de vie. Alors peut-être pas un changement d'émotion sur son visage, mais c'est effectivement une idée qu'on avait abordée, de changer l'ambiance, peut-être rehausser la lumière,
étant donné que... Ça semblerait être une bonne idée apparemment, on a dit sur la gauche. L'ourson est censé la rassurer, donc ouais, ça pourrait être une idée que plus on ramasse des parties, plus il y a des changements, soit plus de lumière dans un environnement qui est très sombre et qui du coup se veut plutôt glauque et terrifiant pour une enfant. Donc oui, ça pourrait arriver, oui. Alors une autre question d'Explosion. Elle peut prendre des dégâts de chute, mais il semble y avoir des vides mortels. Peut-on revenir sur ses pas depuis n'importe quelle chute, style à la Mario Kart, ou par un passage de retour? Alors, à certains endroits du jeu, alors ils sont pas visibles, mais par exemple, chaque fois qu'on récupère une partie du Nours, on a un checkpoint, un endroit où si le joueur passe et qu'il meurt, il va ressusciter à cet endroit-là. Alors, dans l'idée des maps, là j'ai Charlotte 3132 qui demande est-ce qu'il y aura plusieurs styles de maps, en plus de la grotte et de la zone de départ? Non, la map est séparée en 2 parties du coup, qui constituent l'intégralité du niveau. Il n'y aura pas d'autres niveaux vu que le début, donc dans la cave contemporaine, démarre l'histoire et la conclusion, on vous laissera la découvrir, conclura l'histoire sur un plan intéressant, mais non, du coup il n'y aura pas d'autres maps. Encore plein de questions, j'ai Monsieur Pomme qui demande y aura-t-il un temps pour réussir les énigmes, pour par exemple mettre la pression aux joueurs, ou bien on peut avancer à notre rythme? Non, il n'y a pas de timer sur les Non. énigmes. Bah, déjà, la partie un peu compliquée, c'est que tu peux mourir à tout instant déjà avec le serpent, donc je pense que c'est suffisant en termes de challenge, donc on n'a pas rajouté de timer. Ouais. Mais les speedrunners sont les bienvenus. Hein. Justement, c'est la question de J'aime le raisin de table. J'aime aussi le raisin de table. Du point de vue de la difficulté, est-ce que celle-ci va reposer principalement sur la partie résolution de problèmes d'énigmes, ou est-ce que c'est plus sur la partie justement dextérité sur les plateformes La principale difficulté, c'est avant tout les plateformes. Ouais. Les énigmes sont plus des endroits où le joueur va être tranquille, où il va pas avoir le serpent par exemple sur lui, et où il va réfléchir un peu, puis avec une phase de platformer où il aura vraiment de la difficulté, où ça va s'intensifier. Alors j'ai une autre question d'Explosion, même il y a une question de Ryojuki qui demande est-ce que vous aurez des exemples de concept art à mettre à disposition pour voir un petit peu le travail de pré-production et de production voilà. Sur le Ils Itch.io, sont... si on peut en mettre, on en fournira, bien sûr. Oui, donc Explosion demande comment diversifiez-vous, pas facile à dire à sortie, vos énigmes en ne vous basant que sur 2 éléments, les leviers et les cristaux. C'est vrai que ça semble un peu redondant en fait. Est-ce que vous avez d'autres possibilités? C'est en fonction de... C'est en associant déjà les deux, ça offre de nouvelles possibilités, avec des leviers par exemple qui vont fermer des portes ou activer des plateformes, et qui vont donc permettre par exemple avec des cristaux qui se déplacent sur les plateformes, des choses comme ça. On peut varier les choses en utilisant d'autres moyens, en étant un peu malin sur cette partie-là. D'accord. Roger Calou qui pose aussi une question au niveau game design. Et la question est la suivante. Avez-vous enlevé beaucoup de vos idées de départ, ou est-ce que finalement c'est plutôt proche de ce que vous aviez en Non, tête? Il y a tout qui a changé, ça ressemble absolument pas au truc qu'on avait de base. On a changé tout a au été moins refait. une dizaine de fois tout ce qu'on a fait. Entre les moments où on a changé puis repris des trucs qu'on a supprimés pour les re-enlever après parce que c'était naze, ouais, ça a pas mal changé. Alors, dernière question. Du contenu additionnel, c'est prévu? Bien évidemment. DLC payant à 100 €. 19,99 €. Exactement. Non, c'est pas prévu. Non. Plus sérieusement, même question que groupe précédent. Qu'est-ce que, si vous aviez besoin d'une seule chose aujourd'hui de la communauté par rapport à des retours, vous auriez besoin de traiter quel problème? Est-ce que c'est un problème de game design, de level design? Est-ce que c'est de la direction artistique, l'histoire? On aurait surtout besoin d'avoir des avis sur la difficulté, notamment venant de notre antagoniste qui... On parle du serpent là, l'antagoniste. Hein. Oui, du serpent, oui, c'est ça. Qui nous pose entre guillemets problème pour gérer la difficulté et la courbe de difficulté. Donc tous les retours sont les bienvenus, peu importe le sujet, mais oui, en ce qui concerne le level design et la difficulté en elle-même du jeu, oui. J'ai une dernière question, du coup je la prends parce qu'elle est intéressante, de Kéramien qui dit avez-vous des plateformes qui s'immobilisent avec la lumière? Si, Ah ouais on a... Alors, Je suis pas au courant. Apparemment, il y a des membres de l'équipe qui sont pas au courant du projet.
C'est une idée, c'est pas quelque chose qu'on a intégré voilà. actuellement, c'est une idée qu'on pourrait mettre en place. Ok, mais écoutez, en tout cas, je vous remercie personnellement d'avoir Merci, participé à ce partage un petit peu de votre jeu, de votre expérience de production. Pour rappel, hein, tous les jeux que vous avez vus aujourd'hui, durant ce direct, sont tous des prototypes qui sont en cours de production, qui sont évidemment pas terminés, et qu'on vous donne rendez-vous fin mai, début juin, avec une version aboutie qui vous permettra de vivre l'expérience que vous allez proposer à votre jury de fin d'année. D'ici là, n'hésitez pas à télécharger, à faire des retours, ça prend quelques minutes, hein, les formulaires, et d'aider les étudiants à améliorer leur jeu, leur expérience de jeu, et pourquoi pas de les rencontrer, discuter avec eux via les réseaux. Merci beaucoup, bonne soirée, merci à tous d'avoir participé à ce live. Merci à la communauté, on était beaucoup en ligne, on est monté jusqu'à 100 et quelques personnes. Bonne soirée, à bientôt. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.